Bonjour, vous écoutez ou regardez enfin non, là, en l'occurrence, vous avez plutôt écouté Imaginaire ludique. Ici, on parle de JDR comme chez mémé, alors, installez-vous confortablement et puis c'est parti. Je suis ce soir accompagné de Manon. Bonjour Manon. Salut tout le monde. Et également de notre cher Théo. Salut Théo. Salut tout le monde. Voilà, voilà et alors, est-ce que ça va? Manon, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. S Ça faisait un petit moment qu'on attendait de pouvoir refaire un podcast, donc je suis très contente. Ah, je suis très content aussi et toi Théo, comment ça va? Eh bien écoutez, pour être totalement honnête, je suis un peu fatigué parce que je lis beaucoup, et on vient de jouer, mais à part ça, ça va très, très bien. Je suis très content d'être là. Bon, bah, parfait. Parfait et beh, oui, je comprends ton enthousiasme Manon, parce que ton enthousiasme oui, oui, voilà, c'est ça. Parce que je le partage, puisqu'aujourd'hui, on va parler des dimensions de la table. OK, alors est-ce que du coup, parce que on va faire comme la dernière fois pour ceux qui avaient écouté le précédent podcast, je vais être un petit peu l'intervieweuse. Donc je vais te questionner, donc je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les dimensions de la table? Alors c les dimensions de la table, c'est pas, combien de mètres carrés, enfin de mètres, carrés, on dit carrés, hein, je pense? Ouais, mètres Oui, carrés c'est fait ta ça, c'est table, ça. mais alors c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel j'y mets cette définition, c'est-à-dire que la dimension d'une table, ce serait, l'ensemble des paramètres, régissant le nombre de joueurs, ce que je vais appeler le volet extradigétique, la portée narrative de la partie, ce que je vais plutôt appeler un volet intradigétique et la répartition de l'autorité, un volet systémique. Mais avant de commencer, je tiens à dire plusieurs choses. La première, c'est que c'est une réflexion personnelle qui se base sur un ensemble de éparses d'expériences et de vécus, mais aussi de choses que j'ai lues quelque part et dont certains fragments me sont restés en mémoire. Je les ai un petit peu agencés et pourtant, petit disclaimer, cela reste des catégories de pensée. Tout ce dont je vais vous parler, tout ce dont on va vous parler, bah, ça s'entremêle et rien n'est cloisonné. Il s'agit de réfléchir, encore une fois, à sa pratique pour prendre plus de plaisir. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires à me dire, si vous trouvez cette discussion pertinente, ce que vous pouvez y apporter de plus, voilà. Mais pour revenir à la question, c'est plutôt ça quoi, c'est nombre de joueurs, portée narrative et répartition de l'autorité. C'est ce que j'appelle les dimensions de la table. OK, et du coup, pour, commencer, tu commencerais par nous présenter quoi? Eh bien, je commencerai par vous présenter le jeu solo. Alors ça peut paraître complètement, comment je vais dire ça? Complètement contre-intuitif parce que le jeu de rôle, il s'est pas, développé avec le jeu solo. Mais néanmoins, le jeu solo, je trouve que ça fournit une excellente base pour réfléchir par la suite aux autres configurations, justement. Donc voilà, donc je vais d'abord vous parler du jeu solo. Alors, on parle de jeu solo, en fait, lorsque les prérogatives du MJ traditionnel et j'insiste vraiment sur ce thème traditionnel, sont partagées entre un joueur et un système permettant de répondre à des questions et capable de produire du jeu. OK. Voilà. Donc, heu, donc voilà, on remplace le MJ par un système qui permet de répondre aux questions des joueurs et qui produit du coup une narration et du jeu. OK. Tu peux nous expliquer un petit peu, je sais pas, la mécanique, en fait? Par exemple, en prenant, je sais pas, un exemple que tu aurais, pour que ça parle peut-être un petit peu plus, aux personnes qui nous écoutent? Oui, totalement. Alors, il y a enfin, il y a 2 grandes familles, de jeux solo, de mécaniques en fait, qui se côtoient à l'heure actuelle. On a ce qu'on appelle le journaling et on a ce que j'appelle, les oracles et les muses. Donc dans le premier cas, le journaling, on va produire un jeu au moyen d'une mécanique qui met en place la narration. En fait, le joueur va produire un journal de partie, il va écrire au fur et à mesure son histoire en fonction des accroches que le système lui donne, que le système lui produit. L'avantage, c'est qu'on est guidé dans une expérience spécifique. Je pense notamment, c'est tout con, mais il y a pas très longtemps, j'ai joué à un jeu des fondations d'Imaginaire qui sont spécialisées justement dans les jeux solo et
plus particulièrement les jeux avec un système de journaling, c'est quand les murs me parlent. C'est un jeu d'horreur où, OK. on est un enquêteur du surnaturel qui est capable d'entendre ce que les murs, le plafond et le sol lui disent et on va enquêter et construire au fur et à mesure une enquête et sa résolution, justement par rapport à toutes ces accroches que va nous donner le système. Je sais pas moi, mais je pioche une carte, je regarde ma table: «Ah, les murs me disent ceci, à quoi ça me fait penser?» et je produis l'histoire sur mon journal en fonction de cette accroche. De temps en temps, on peut avoir un jet, mais une fois qu'on réussit ou pas ce jet, c'est à nous, on est totalement libre de développer, au-delà de ce point mécanique, notre histoire via ce journal. Donc on est Oh, vraiment super. guidé. Mmh. Mais le désavantage, c'est qu'on n'est pas totalement libre. Parce qu'à partir du moment où on essaye de sortir du contexte du jeu, bah, tu le dénatures. Quand tu lances une partie de Quand les murs me parlent, tu peux difficilement faire autre chose que ça. Alors ça tombe sous le Ouais, sens, mais voilà quoi. OK. Et Et vas-y, excuse-moi. Non, j'étais en ah train de non, non, réfléchir. vas-y. Non, non, mais Non, non, vas-y. j'étais en train de penser. Je me demandais si tu avais fini avec le journaling parce que tu avais. Enfin, parce que je repense à des conversations qu'on a eues et tu m'avais parlé de la question des oracles, tout ça, et du coup, ça, c'est pas dans le journaling. Non, alors ça, Ouais. c'est le second cas et c'est le cas qui alors, historiquement parlant, il me semble que c'est la première façon de faire du JDR solo qui, quand elle est apparue, mais pas sûr. Pas sûr du tout parce que le journaling en fait, j'ai découvert le JDR solo assez tardivement, Ok. paradoxalement et j'ai découvert, encore une fois paradoxalement, via le journaling et j'ai découvert les oracles et les muses par la suite. Mais il me semble que c'est plutôt comme ça, en fait, qu'on a mis en place le jeu solo donc c'est quoi la différence? Bah, le joueur, il va générer son aventure au fur et à mesure, non pas en fonction des accroches narratives, même si, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais tout n'est pas cloisonné. Donc vous pouvez avoir des systèmes, muse et oracle avec des accroches narratives et inversement. Mais dans tous les cas, donc, le joueur va poser des questions. Les oracles vont répondre aux questions fermées. Les muses vont répondre aux questions ouvertes. Et à partir du moment où le joueur, il a, un interlocuteur fictif qui va pouvoir répondre à ces questions, bah, il va générer son aventure au fur et à mesure, y compris son environnement. Qu'est-ce que j'appelle des oracles? Bah, c'est par exemple un dé d'oracle, c'est un dé dont le résultat va donner une réponse à cette question fermée. Typiquement, question fermée, il y a que 2 types de réponses possibles, oui et non. Bon, on peut aller plus loin, on peut dire oui mais, non et, non mais. Et donc avec un simple D6, en fonction du résultat, on va avoir cette réponse. Pour les questions vertes, bah, c'est simple, ça peut être plusieurs choses, soit des images, soit des mots-clés. Par exemple, je sais pas moi, hem, mon personnage arrive dans une auberge. Est-ce qu'il y a du monde? Là, je pose une question fermée. Je jette mon dé d'oracle, il fait 2. Ça veut dire, oui, il y a du monde. OK, d'accord, il y a du monde. Je me dirige vers le comptoir et je tends l'oreille pour écouter, les discussions, les rumeurs qui circulent. Là, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que j'entends? Donc je vais piocher soit 2 cartes images ou plus, hein, peu importe. Soit je vais, générer 2 mots, des mots-clés, soit je fais un petit mélange. Admettons, si je fais un mélange, j'obtiens, je sais pas moi, une image d'aigle et un mot, alors c'est très idéal bien sûr, mais un mot qui peut être par exemple, caverne. Et là, c'est à moi de faire l'effort d'imaginer et de me dire: «Ah, bah, ils sont en train de parler dans la forêt d'une caverne au sommet d'une colline où les grands aigles viennent se poser et nidifier». Et là, c'est comme ça que OK. ça Ouais. fonctionne. Petit à petit, je crée justement cette aventure au fur et à mesure et contrairement au journaling, c'est un principe qui peut s'appliquer à tous les jeux. C'est-à-dire que même les jeux qui ne sont pas pensés en solo, vous pouvez totalement les jouer en solo grâce à ce principe des oracles et des muses. Donc l'avantage, c'est une grande liberté. Par contre, tu es sans cadre. C'est-à-dire qu'il faut Oui. vraiment savoir improviser et il faut que le joueur fasse parler la part de MJ qu'il y a en lui. Ouais, totalement. Faut quand même, ouais, faut quand même être capable d'imagination, même si du coup, les dans la partie, où on a les oracles pour nous aider, ça ne fait pas tout. Il faut quand même être, en capacité de créer, quoi.
Oui, totalement. Bah, après, ce qui marche bien avec les oracles et les muses, c'est d'utiliser les tables aléatoires qu'on retrouve énormément en ce moment dans l'OSR. Mmh. Ça permet de créer du jeu, ça permet, en fait, les seuls oracles et muses, si elles sont suffisantes, elles sont pas totalement, optimales pour pouvoir créer par la suite des rencontres ou des événements. Mais là, il suffit de s'armer de quelques tables aléatoires et le tour est joué, quoi. Oui, complètement. Du coup, moi, j'en viens à me demander, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ce que ça permet ces 2 visions respectives, en fait, de jeux solo? Bien sûr. Juste pour résumer très rapidement, parce que là on parle, Oui, vas-y. et on s'étend un petit peu, mais pour résumer, on est plutôt sur le jeu solo est une configuration avec un seul joueur et il fonctionne avec un système qui émule le MJ, en partie ou Mmh, totalement. Et pour répondre à ta question, bah, moi je trouve que c'est une manière très personnelle et intime de jouer. En fait, du point de vue de la portée narrative, tout est possible comme toujours, hein. Je veux dire, vous voulez aller secourir un royaume, vous pouvez, vous voulez, je sais pas moi, cultiver un champ, vous pouvez aussi. Vous pouvez tout faire avec un jeu solo, mais enfin en jeu solo. Mais mine de rien, il y a quand même, comment dire? On joue avec soi-même. Ce qui veut dire qu'on peut aborder des sujets qui sont impossibles à mettre en place dans un groupe de jeu. On peut s'explorer et explorer comme on le souhaite. C'est une manière très libre de pratiquer notre passion, mais surtout personnelle et intime. Et c'est vrai que quand on est juste soloiste ou solo rôliste ou peu importe, hein, parce qu'aujourd'hui il y a pas de terme spécifique. Il y a des termes qui ont été avancés, mais il y en a pas un qui s'est imposé comme, le terme rôliste. Si on ne fait que ça, bien évidemment, on est dans une configuration où on a envie de tout essayer. Mais si on essaye un petit peu toutes les autres dimensions possibles de la table, bah, je trouve quand même que le plus grand intérêt du solo, c'est vraiment cette dimension personnelle et intime. C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas aborder, en groupe ou alors au risque oui, de trop tirer la couverture vers nous, quoi. ouais, totalement. Oui, ça peut permettre aussi, une exploration de soi, hein, qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire avec d'autres personnes. Même si on Ah est très à mais l'aise avec sa table de jeu de rôle, voilà, mais oui, OK. oui, bah, totalement. Bah, d'ailleurs, Mmh. j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, mais le jeu de rôle, certains vont nous dire que ce n'est qu'un jeu et dans ce cas-là, bon, c'est très réducteur. À la fois pour le jeu, mais aussi pour le fait que le jeu de rôle ne soit qu'un jeu et c'est aussi enfin, comment dire? Ou alors des personnes vont considérer que c'est qu'un divertissement, enfin, peu importe. N'empêche que le jeu de rôle nous propose une expérience presque haptique. C'est-à-dire qu'elle va, mobiliser nos sens malgré nous et notre mémoire. Et quand on sait qu'en psychologie alors c'est toi qui me l'as dit Manon, mais il me semble qu'en psychologie on utilise justement des projections, des expériences qui sont là pour essayer de nous mettre dans d'autres contextes et pour pouvoir mieux réagir, mieux appréhender les choses. C'est pas ça? Oui, oui, si, si. Bon, après, il y a du coup, ce n'est pas du jeu de rôle, mais il existe, ce qui existe depuis des années, ce qu'on va appeler du psychodrame. Alors, c'est pas du jeu de rôle, mais ça peut quand même s'en rapprocher dans certains, aspects. Et oui, il y a aussi, des, comment appellerons-nous ça? Des sortes de oui, des petites expériences, des jeux, en fait, qui permettent de travailler des compétences psychosociales, voilà, chez différentes personnes et qui peut, dans certains cas, oui, s'apparenter à une sorte de jeu de rôle. Bon, certains n'appelleront pas comme ça, mais ça peut clairement s'en rapprocher et ça a des bienfaits. Mais de toute façon, voilà, il y a plusieurs études, hein, qui montrent, que le jeu de rôle a énormément de bienfaits sur la santé mentale et bon, je pense qu'on va pas aller plus loin sur ce sujet-là aujourd'hui parce que je pense que ça sera l'objet d'un podcast, à venir, comme on Oui, en avait parlé. Donc voilà, oui, totalement. petit teasing. Totalement. Mais en fait, c'est parce que je revenais là-dessus parce que quand tu dis de s'explorer soi-même, au bout d'un moment, faut dire les choses qui sont. C'est que votre cerveau, il ne fait
pas la distinction entre des souvenirs réels et des souvenirs que vous allez vivre de façon imaginaire. Ou du moins, vous allez faire la différence en conscience, mais votre cerveau, il va catégoriser, le fait d'aller battre un dragon le dimanche après-midi comme un même souvenir, au même titre que, vous allez au taf le lendemain. Et on parle de s'explorer soi-même, on parle de d'introspection. Bah, mine de rien, je trouve que le leader solo, ça peut être justement un outil, pour aider. Voilà, Mmh. c'est pour ça que je revenais sur cette histoire de psychodrame, voilà, comme ça que tu Ouais, bah, l'appelles. j'étais en train de du coup là, de chercher, la une des définitions précises et tu vois le psychodrame c'est défini comme une forme de thérapie utilisant la théâtralisation dramatique au moyen de scénarios improvisés et permettant la mise en scène de sa problématique intérieure. Le psychodrame est utilisé en thérapie de groupe, en thérapie familiale ou en thérapie individuelle. Voilà, Voilà, donc donc on voilà. est total voilà. On est Bah, là-dedans. d'ailleurs, on est là-dedans et puis Mmh. d'ailleurs, on pourra vous parler aussi plus tard de résonance. Oui, bah, tu sais, je comptais un peu quand on allait passer à la partie, jeu en duo, comme c'est, le seul jeu en duo que j'ai fait, je comptais, ouais, qu'on en discute, qu'on en touche, quelques mots en effet. Bon, bah, Mais, parfait, on reviendra là-dessus, dans la deuxième partie du coup. oui, totalement. Et du coup, bon, tu as déjà un petit peu parlé là, pendant notre échange, mais, comment, tu définirais toi vraiment, la manière la plus simple, qu'est-ce que pour toi est la plus-value? Même s'il y en a certainement plusieurs, mais qu'est-ce que vraiment c'est la pour toi la plus-value, du jeu solo? Alors la plus-value du jeu solo, on en a déjà parlé, mais par contre, cette plus-value, alors on en a parlé pour soi, mais on n'en a pas parlé pour le jeu de rôle en soi, Mmh, de manière générale. Si je devais résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est simple. Donc, dimension de la table en jeu solo, nombre de joueurs, donc le volet extradiégétique, un seul. Portée narrative, volet intradiégétique, plutôt personnel et intime, même si on peut tout jouer, c'est quand même plutôt ça, la portée narrative. Et ensuite, la répartition pardon, de l'autorité, donc le volet systémique, c'est un système qui émule le MJ. En soi, donc, les plus-values pour le joueur, pour le solo, on en a parlé. Par contre, la plus-value pour le jeu de rôle en général, eh ben, le jeu solo, personnellement, je trouverais je trouve qu'il se combinerait à merveille avec toutes les autres configurations. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le jeu solo en même temps que les autres. Par exemple, on parlait justement de manière très intime et personnelle de jouer, bah, on peut tout simplement vivre et créer des scènes de vie entre les aventures. Je pense à la romance, je pense au travail. En gros, à tous ces moments intimes qui sont difficiles à mettre en place dans un groupe, mais qui trouvent leur pertinence en solo. Enfin, c'est bête, hein, je sais pas si les personnes qui nous écouteront se reconnaîtront, mais moi, il y a toujours un volet que j'ai trouvé très mal, enfin que je trouve toujours très délicat à aborder dans le jeu de rôle, c'est l'amour. Parce que je me dis, bah, les histoires d'amour, elles font partie, intégrante des grandes histoires qu'on se raconte. Mais j'ai l'impression qu'il y a une pudeur dans le jeu de rôle et cette pudeur, elle est fortement liée au fait que, bah, il y a le groupe et on peut pas vraiment passer au-dessus du groupe dans le jeu, de base. Alors que dans le jeu solo, on peut explorer justement ces dynamiques et quand vous avez un PNJ que vous aimez énormément, je sais pas moi, en tant que joueur et que votre personnage, il a envie de enfin, vous avez envie que votre personnage, il courtise cet autre personnage, plutôt que d'emmerder le monde, je suis désolé, hein, mais à la table en essayant de la draguer et en prenant du temps de jeu sur les autres. Alors, moi personnellement, en tant que MJ, ça me dérange pas qu'un joueur s'investisse émotionnellement, au contraire, mais je peux comprendre que ça peut, gêner d'autres personnes à une table. Bah, à ce moment-là, tout ça, on le relaye à des moments de jeu solo. On joue entre Ouais, les parties, on peut faire des flashbacks, des flash forward, tout ça dans, l'idée de pouvoir jouer ces moments intimes et le but, c'est pas de les évacuer avec une fausse pudeur en se disant: «Bon, ça, tu joues ça dans ton coin et puis tu nous laisses tranquille». Non, c'est de dire: «On va vivre ces scènes, mais elles vont par la suite, du coup, influencer le jeu, à plusieurs». ouais. Typiquement, on peut, enfin, je sais pas moi, mais je reprends toujours cet exemple de la romance, mais
Le jeu solo, c'est pas que pour faire ça, mais c'est, on va dire que c'est l'exemple qui me vient tout de suite le plus à l'esprit, mais une romance qui se passe bien dans un jeu solo, ça peut découler sur un mariage avec, une partie en groupe, par exemple. Ouais, Donc ça, c'est c'est aussi une vrai. plus-value, c'est que ça permet de donner corps à des personnages en dehors de leurs aventures et sans que le groupe ne soit un frein. Si jamais on devait sortir de cette dimension personnelle et intime et parce que bon, on va me dire: «Ouais, enfin, il y a que dans la romance, quoi». Mais non, pas du tout, parce que, par exemple, quand le groupe se sépare, bah, vous pouvez utiliser du jeu solo. En fait, le groupe se sépare, les personnes qui sont solo, bah, elles peuvent se mettre à jouer en solo. Déjà, ça crée du jeu pour tout le monde, c'est-à-dire que les PJ, mais aussi les MJ, parce que les MJ, ils doivent prendre en compte la vie intime de votre personnage et ce que le joueur a généré dans sa partie solo. Donc en fait, le groupe se sépare, il y a une partie qui continue avec le MJ et celui qui est tout seul, bah, il se met à jouer en solo. Et ensuite, on regroupe les informations et le MJ comme le PJ, bah, ils doivent prendre en compte les événements qui se sont passés à côté pour le joueur qui était tout seul. Et donc, quelque part, le jeu solo, ça permet d'introduire aussi de la narration partagée. Donc Ouais, je c'est suis pour toutes ces d'accord. raisons c'est pour Et toutes ces raisons que ça apporte de la plus-value. Excuse-moi, vas-y. non, mais non, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais et je suis d'accord. Et moi, j'aurais juste un truc en plus aussi à rajouter. Alors, c'est beaucoup plus factuel, hein, mais des personnes qui adorent jouer, qui aiment le jeu de rôle, enfin le jeu sous toutes ses formes. C'est con, hein, ce que je vais dire, mais par exemple, je pense, imagine, tu déménages. T'as plus ton groupe. Alors, certains diront, oui, il y a Roll20, voilà, il y a des tables de jeux en ligne qui existent, etc. Je suis bien d'accord, mais moi, je pense que le jeu solo aussi permet, voilà, si tu te retrouves dans ta vie à devoir déménager et du coup, tu perds ta table de jeu en IRL, ben, ça te permet de pouvoir continuer quand même ton activité de jeu de rôle. Voilà, c'est beaucoup plus factuel, hein, je vais pas aussi loin que ce que tu disais, hein, mais je pense que ça a aussi cet avantage-là de Ah pouvoir oui, continuer son plaisir de jouer, en fait, de voilà. Bon après, voilà. Mon argument peut s'effacer, c'est vrai, au profit du fait que maintenant il y a aussi beaucoup de tables en ligne, hein. Mais quand on aime avoir un livre entre les mains, le jeu solo le permet, quoi. oui, totalement. Bah, le jeu solo, en fait, oui, c'est une façon de pouvoir aussi profiter tout seul de son hobby. C'est un peu bizarre de parler de volonté de rester seul dans un jeu de société, hein, parce que je rappelle quand même que le JDR, c'est avant tout un jeu où on fait société. Mais je trouve pas ça, si bizarre, hein, quand on sait que parfois, bah, juste, on a envie de jouer quelque chose, mais on n'a pas envie de jouer ce que le MJ nous propose, ou on n'a pas envie, d'avoir des joueurs avec nous, ou alors qu'on n'en a pas la capacité, hein, comme tu disais. Parfois, on est tout seul et puis, bah, pour X ou Y raison, hein, on n'aime pas jouer en ligne ou, on est timide ou on n'aime pas jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Bah, mine de rien, le JDR maintenant, vous êtes plus obligé de vous dire: «Ah, si j'ai pas d'amis, je peux pas en faire». Ah non, vous pouvez. Vous pouvez et il y a tellement de manières d'aborder le jeu solo maintenant que c'est plus réservé aux groupes de potes, quoi. Et du coup, moi, là, ça me fait venir une question. Enfin, on en a déjà parlé tous les deux, donc tu m'avais un petit peu expliqué ta vision, mais bon, on va faire partager à nos auditeurs. Est-ce que du coup, David, tu peux nous expliquer la différence entre le JDR solo et le livre-jeu, Ah! qui permet Bah, c'est aussi, le livre-jeu qui permet aussi du coup de jouer seul. C'est pour ça que je viens d'y penser aussi, mais je sais qu'il y a une différence, tu me l'avais expliqué, mais est-ce que tu peux nous partager ça? bien sûr. Bah, en fait, dans le livre-jeu, vous n'émulez pas le MJ. Le MJ, c'est ce que l'écrivain a décidé pour vous. Vous avez des choix, certes, vous avez des jets de dés dans beaucoup d'autres, enfin, pas dans tous les livres-jeux, mais dans la plupart, vous en avez. Donc il y a une part de hasard, mais le canevas, il a déjà été mis en place par l'auteur. C'est-à-dire que quand vous achetez un livre dont vous êtes le héros et que vous le faites, vous pouvez pas dire: «Bah, non, je vais pas, faire l'histoire du livre, je vais aller dans le village d'à côté».
Je peux pas me dire, «Ah, j'aime bien ce personnage, j'ai envie de la courtiser ou de le courtiser, hein, peu importe». Bah, vous pouvez pas, parce qu'il y a pas il y a pas un paragraphe, qui vous dit: «Bah, allez à telle page si vous voulez, aller au village. Allez à telle page si vous voulez, courtiser ce PNJ». Ou alors, si j'ai envie, non pas de tuer le gobelin, mais de me glisser discrètement et de nouer ses lacets entre eux pour le faire tomber, bah, si l'auteur il a pas prévu un paragraphe pour ça, vous pouvez pas. Alors que dans le jeu solo, vous pouvez. C'est-à-dire que, comment je vais dire ça? En fait, un livre dont vous êtes le héros, c'est un mélange entre la littérature et le jeu de rôle, parce que l'histoire est déjà écrite. Il y a pas de mystère, l'histoire est déjà écrite. Elle est, c'est de la littérature, avec des ramifications, mais il n'empêche que, tout est déjà écrit. Vous pouvez pas aller au-delà de ce que l'écrivain a vous propose, alors que dans un jeu solo, bah, il y a pas de limite. En tout cas, dans le cadre des oracles et des muses, il y a pas de limite. Oui, c'est sûr. Mais on ne dit pas que les livres-jeux, c'est pas bien côté des jeux solo parce qu'on aime beaucoup les livres-jeux aussi. Ah oui, non, les livres-jeux, c'est génial. Enfin, je suis Ouais, désolé, hein, franchement. mais l'avantage d'un livre-jeu, par exemple, c'est que comme vous n'émuliez pas le jeu MJ, bah, vous avez pas à faire ce travail presque dichotomique entre «je suis un joueur, mais je dois quand même avoir, mes petites capacités de MJ pour pouvoir avancer». Et surtout, les livres-jeux vous proposent une histoire à suivre et qui peut être très, très intéressante, Oui. alors que dans un JDR solo, bah, vu que vous avez une liberté qui est immense, le risque, c'est de ne raconter pas grand-chose d'intéressant Oui, c'est ou ça. de vous Et puis perdre en avec route. oui, et puis avec les livres-jeux, hein, si vous faites comme nous, vous pouvez, vous amuser à les rejouer plusieurs fois, pour essayer, toutes les fins possibles ou, ou essayer toutes les options en fait. C'est-à-dire que vous pouvez relire 2, 3, 4 fois le livre et ça sera pas la même chose à chaque fois. Voilà, exactement. Mais pour ça, il faut avoir une C'est feuille de route, hein, quand même, je tiens à vous le dire. ouais, ouais, Mais bon. totalement. Bah, en fait, c'est pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin, parce que là, le Ouais. but, c'est de brosser un petit peu tout, donc forcément, on va être, je le répète, hein, encore une fois, c'est des catégories de pensée. Le but, c'est de réfléchir sa pratique pour plus de plaisir, mais on va rester à la surface des choses puisque le but, c'est de brosser un petit peu, je ne vais pas dire toutes les possibilités parce que ce serait totalement, impossible et comment je vais dire ça? Vaniteux de ma part de penser que je peux tout brosser, c'est pas vrai. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans le JDR solo, moi j'ai plusieurs choses à proposer. Déjà, si vous voulez, il y a une chaîne spécialisée sur YouTube qui s'appelle «Imagine ton aventure», et dont la femme qui s'en occupe est passée sur Liste TV il y a pas très longtemps. C'est une chaîne en qui parle de jeux solo, de techniques, qui fait des actual plays solo, et qui a même sa propre boutique en ligne d'oracles et de muses, donc vraiment pour le coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment très spécialisé. Si après vous voulez essayer plutôt le JDR solo, non pas, du côté muse et oracle, comme le fait par exemple Imagine ton aventure, mais plutôt du journaling, je vous invite à aller voir Les Fondations de l'Imaginaire, qui est un éditeur spécialisé justement, dans le jeu de rôle en duo et en solo. Pour un livre qui vous apprend, il y a le petit guide du JDR solo. Moi, j'ai commencé avec lui. Il est très, très bien. Et enfin, pour un système qui permettrait d'émuler le MJ, alors je suis désolé, ça demande un certain coût, mais c'est Musée Oracle. Voilà. Musée Oracle, c'est vraiment moi, c'est le système que j'utilise et il est très, très bien. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout ça et là, vous approfondirez vraiment le jeu solo. Bah, super. Et juste avant de terminer, de conclure sur le jeu solo, moi je peux pas parce que je n'en ai jamais fait et Théo non plus. Mais David, est-ce que tu as, je sais pas, une ou 2 recos au moins de toi que de JDR solo que tu as beaucoup aimé? Heu Alors, dans le cadre de Musée Oracle, bah, comme tout n'importe quel jeu peut être tourné en solo, bah, j'ai pas vraiment de recommandations à part, bah, jouer
au jeu de rôle où vous jouez au jeu de rôle dont vous avez, que vous avez envie, mais dont vous n'avez pas les joueurs. À ce moment-là, choisissez n'importe quel jeu que vous préférez. En journaling, par contre, je peux recommander Quand les murs me parlent, pardon, qui est très, très bon. C'est ouais et ensuite il y a La Voix du corbeau et La Voix de du chat, qui sont aussi 2 JDR solo/duo qui sont très alors, duo pour le chat, solo pour le corbeau, mais qui sont très appréciés. De façon générale, je recommande vraiment les Fondations d'Imaginaire pour découvrir, c'est vraiment très bien fait. Voilà. OK, super. Beh, écoute, on va continuer. Est-ce que tu peux nous parler du jeu en duo et nous expliquer la Exact. différence avec le jeu solo, du coup? Même si Bien. ça va de soi, ma question peut paraître très bête dit comme ça, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Alors, on décompose énormément, mais le but, c'est de pouvoir expliquer un peu mieux, l'intérêt, en fait, de jouer justement dans différentes configurations. Donc le jeu en Oui, duo, tout simplement, bah, quand la partie réunit 2 joueurs. De façon, comment je vais dire ça? De façon systémique, c'est une configuration avec 2 joueurs qui se répartissent traditionnellement l'autorité en 1 MJ et 1 PJ. Même si on va en parler, on peut faire d'autres choses, mais traditionnellement 1 MJ, 1 PJ. OK. Donc ça, c'est comment se compose la table, en gros? C'est ça et c'est comment l'autorité se répartit. Si dans le jeu en solo, l'autorité, elle est émulée par, un «MJ virtuel» entre guillemets et un PJ qui est très proactif. Là, on a vraiment une répartition traditionnelle MJ-PJ. En tout cas, dans la manière de concevoir le jeu en duo habituellement. On verra justement qu'on peut, penser le jeu en duo autrement. OK et du coup, c'est quoi pour toi, du coup, la plus-value d'un jeu en duo, pardon? Qu'est-ce que ça Heu, apporte de plus que les autres, dimensions? Bah, déjà, c'est une manière plus interactive de jouer, hein, forcément, qui permet une certaine proximité entre les 2 participants. Ce que je veux dire par là, c'est que à la différence d'un jeu solo, bah, on interagit qu'avec soi-même, hein, et avec le système. Dans un jeu en groupe, on va plutôt interagir avec les autres et avec l'environnement, enfin avec les autres joueurs, ils sont plus nombreux. Là, c'est vraiment très il y a une proximité et une interactivité qui est accrue en jouant en duo. Littéralement, on joue en tête à tête et donc tout est possible du point de vue narratif, encore une fois, hein, c'est le propre du JDR, mais par contre, les échanges sont plus fréquents entre les participants. Pour ainsi dire, le jeu en duo, en fait, c'est une partie de ping-pong presque. Oui, Je parle, tu parles, je parle, tu parles, je parle, tu parles et c'est pour ça que je parle vraiment d'une interactivité accrue, mais aussi d'une proximité et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que, à mon sens, le jeu en duo, bah, la liberté, OK, mais elle est à la hauteur de la confiance mutuelle que se portent les 2 joueurs. C'est-à-dire que si vous avez pas confiance en la personne, en face de vous, vous allez vous restreindre. Par contre, si vous avez confiance, bah, vous allez pouvoir justement, être plus libre d'aborder les thèmes qui vous conviennent. complètement et Donc du coup, là, ça me fait penser, en l'occurrence, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais le jeu de rôle en duo, Résonance, oui. qui est un jeu que j'ai acheté en convention. Oui, c'était en convention. Oui. Je n'y ai joué qu'une fois, donc j'y ai joué avec David, ici présent. Et voilà, la réflexion qu'on s'est fait avec David après, c'était très bien, hein. Mais que on ne ferait pas ça avec n'importe qui et qu'il fallait, bon après c'est aussi peut-être ce jeu de rôle-là en duo qui s'y prête. Parce que, en gros, pour expliquer rapidement, donc déjà voilà, la description de Résonance, c'est un jeu de rôle onirique et intime pour 2 participants et ou participantes. Et en gros, dans ce jeu de rôle-là, il y a un joueur qui incarne le rêveur, donc c'est le personnage central, qui va traverser un rêve étrange, et intense pour se confronter à son inconscient et explorer son monde intérieur. Et la deuxième, personne, le deuxième joueur, il incarne l'autre, c'est-à-dire l'inconscient du rêveur. Donc il fait les décors du rêve, les autres personnages,
qui apparaissent au cours de ce rêve. Et, euh, et ça peut, voilà, voilà, c'est un jeu qui est pour explorer les émotions, prendre soin de soi, c'est ce qui est, c'est de cette manière-là qu'il est décrit, hein. Euh, donc c'est un très bon jeu. Moi, enfin, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'ai acheté parce que bah, déjà, je trouvais le thème très intéressant. Mais voilà, le but, c'est d'explorer l'inconscient quand même de notre partenaire de jeu. Donc voilà, Euh, à ne pas faire avec n'importe qui. Là, la confiance doit être là. La confiance Exactement. doit être là. Voilà. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, ça c'est aussi le thème de ce jeu-là qui le nécessite, hein, une confiance. Après, je pense qu'il faut tout le temps être en confiance avec la personne avec qui on joue, mais ce jeu-là en particulier, je pense, voilà. Bah, je suis assez d'accord avec toi, quand tu parles de confiance, on est à un moment de l'histoire du jeu de rôle où la sécurité émotionnelle, elle est vraiment importante et je suis ravi justement d'avoir autant d'outils et dans le jeu en duo, c'est d'autant plus enfin, comment dire? Dans le jeu en groupe, il y a le groupe. Alors, on peut tomber sur un groupe totalement, avec qui on n'est vraiment pas à l'aise, hein, ça peut arriver, mais il n'empêche que c'est plus intimidant, je pense, de se retrouver en tête à tête avec quelqu'un pour jouer. Et donc, c'est hyper important de se protéger émotionnellement parlant. C'est pour ça que je parle de confiance mutuelle pour la liberté, parce que forcément, hein, on va pas se mentir, vu qu'il y a une dimension plus intime aussi dans le jeu en duo, bah, le risque c'est que l'un des joueurs tire l'autre sur une thématique dont il n'a pas envie. Ou en tout cas qu'il ne se sent pas capable d'aborder avec l'autre personne. Oui, Donc c'est important. totalement. Et Ouais, ouais, complètement. on parlait de résonance, mais OK, on explore alors sachez que vous pouvez créer un personnage et explorer son inconscient aussi, hein, le jeu le dit clairement. Mais même malgré son thème qui justement, explorer l'inconscient de l'autre, c'est pas anodin. Il n'empêche que sur des jeux beaucoup plus anodins, bah, on peut aussi faire beaucoup de dégâts, donc c'est pour ça. Faut vraiment faire attention. Oui, bien sûr, Mais totalement. néanmoins, c'est une façon très intéressante de jouer aussi, puisque ça rapproche, hein, on va pas se mentir et parce que ça permet aussi de comme je le disais en fait, cette interactivité, cette proximité, bah, ça donne plus aussi de latitude au PJ pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Encore une fois, on n'a pas la contrainte du groupe dans le jeu en duo. Ah bah oui, complètement, complètement. Ça offre aussi une liberté. Et du coup, donc on n'a pas la contrainte du groupe, mais est-ce que du coup, tu pourrais expliquer, enfin, comment t'expliquerais quand même le lien avec le jeu solo et en groupe, du jeu Bien en duo, sûr, du coup? bien sûr, parce que on l'a dit, hein, c'est pas des catégories qui sont hermétiques entre elles, elles se chevauchent, elles se mélangent volontiers. Alors, quand même, mine de rien, il y a un inconvénient au jeu en duo, hein, c'est que, c'est très fatigant, puisqu'il faut sans cesse rebondir sur les propositions de l'autre. Oui. Donc, c'est vraiment très fatigant. Maintenant, le lien. Alors, déjà, c'est drôle, mais vous pouvez jouer en duo, mais avec 2 PJ. Il suffit d'abandonner le rôle de MJ à un émulateur, tout comme le jeu solo. En fait, au lieu d'avoir un MJ et un PJ, vous avez 2 PJ, puis vous utilisez un émulateur de MJ comme dans le jeu solo et là, bah, vous avez 2 personnes qui jouent ensemble de la même manière que le jeu solo. Donc ça c'est marrant en fait, il y a pas de MJ, vous êtes 2 joueurs et puis, vous rebondissez ensemble sur ce que le système vous propose donc c'est une autre manière de faire et aussi, vous pouvez changer les rôles ou les partager. C'est-à-dire qu'entre les 2 sessions, enfin entre les sessions ou tout simplement pendant la session, bah, vous pouvez changer les rôles MJ-PJ. Donc, du côté du jeu solo, le lien, c'est que vous pouvez utiliser le principe du jeu solo dans le jeu en duo. Pour pouvoir justement, changer un petit peu la configuration, jouer un petit peu avec les dimensions de la table, la répartition de l'autorité et puis, ça peut donner des choses très, très bien. Et par rapport au jeu C'est en vrai. groupe, bah, encore une fois, le jeu en duo, c'est une alternative en cas de séparation du groupe.
je sais pas moi, vous êtes 4 joueurs, vous vous séparez à 2, et ben, on va pas se mentir, c'est toujours, épuisant pour le MJ de: «Bah, attendez alors, on alterne. Je fais d'abord vous, puis après je vous fais vous». Bon, imaginez un instant maintenant que le MJ, il s'occupe de 2 joueurs et les 2 autres, ben, pendant ce temps-là, ils jouent en solo. C'est vraiment très enfin, c'est cool quoi parce que, du coup, tout le monde continue à jouer et Oui, en plus, encore une fois, ça crée de la narration partagée puisque quand le groupe se réunit à nouveau, bah, le MJ, il est obligé de prendre en compte tout ce qui s'est passé de leur côté. Donc c'est vraiment c'est vraiment un outil qui permet aussi d'enrichir les parties et d'ailleurs, on peut aussi pratiquer, exactement comme le jeu en solo, le duo entre les séances. Par exemple, quand il s'agit de résoudre des histoires personnelles ou qui ne concernent que 2 personnes, bah, c'est toujours embêtant de mettre une quête vraiment ultra personnelle ou en tout cas qui ne concerne que peu de monde dans des campagnes qui concernent plusieurs joueurs. Bah, entre les sessions, les 2 joueurs concernés, bah, ils peuvent aller, faire un petit jeu en duo pour justement, résoudre ça ou alors le MJ peut prendre à part un joueur de temps en temps pour, jouer des flashbacks, enfin le jeu en duo, c'est vraiment, tout comme le jeu en solo, une manière d'enrichir aussi vos parties avec les autres. C'est pour ça que faut pas prendre tout ce enfin, le jeu en solo et le jeu en duo, le but c'est pas d'évacuer les autres, c'est de changer de regard, de point de vue et de dimension pour pouvoir apporter des choses qui sont plus difficiles à apporter dans d'autres configurations. complètement, je suis complètement d'accord avec toi. OK. Donc Est-ce donc qu'il y a voilà. autre chose dont tu voulais parler sur le jeu en duo? Oui, bah, je peux proposer des choses. D'abord, Vas-y. vous voulez tester le jeu en duo sans MJ? Bah, il y a La Voix des chats aux éditions de Fondation d'Imaginaire. C'est un JDR qui peut se jouer en duo, mais sans MJ. Parce que bon, jouer en duo avec un MJ et un PJ, c'est relativement, je vais pas dire facile, mais abordable pour n'importe quel rôliste. Par contre, jouer en duo sans MJ, bah, vous avez pas de système pour émuler le MJ, c'est pas grave. Je crois qu'il coûte à peine une dizaine d'euros sur le site des éditions des Fondations de l'Imaginaire. Bah, vous achetez La Voix des chats et puis, bah, vous jouez avec quelqu'un d'autre et puis voilà. Et sinon, pour approfondir, parce que encore une fois, on passe vraiment, je vais pas dire en surface. On approfondit un petit peu, mais on approfondit quand même moins que ce qu'on pourrait enfin, moins que d'autres. Et en parlant d'autres, donc, je vous conseille, si vous voulez approfondir le jeu en duo, d'aller voir la chaîne Le Bon MJ, qui a fait justement 2 podcasts où il émet, des réflexions à la fois personnelles, mais aussi il discute avec une personne de sa communauté justement sur le jeu en duo. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est très, très bien ce qu'ils ont fait. OK, super. Beh, écoute, bon, est-ce qu'on en vient, un peu au classique, dirons-nous? Le Au jeu en jeu en groupe. groupe. Ah bah, voilà. Tout ça pour arriver au jeu en groupe, ce qui est vraiment étrange parce que rétrospectivement et historiquement parlant, on pourrait presque dire que on a un peu abordé les dimensions de la table par la queue et pas par la tête. On a d'abord commencé par le jeu en solo alors que c'est plutôt ce qui devrait fermer la marche. Mais tout ce qu'on a mis en place pour le jeu solo et en duo, bah, justement, on va pouvoir le mettre en place pour le jeu en groupe. Donc, qu'est-ce qu'on entend par jeu en groupe? Tout simplement une configuration classique, hein, comme tu l'as dit Manon, avec un groupe qui va de 3 à 7 joueurs suivant les recommandations des différents jeux. Et j'insiste vraiment dans les 3 à 7 joueurs, j'inclus le MJ. Alors vous pouvez jouer à Oui. plus, vous pouvez jouer, enfin, c'est juste des recommandations, quoi. Souvent, c'est une question d'équilibre. Oui, complètement. Et du coup, bah, est-ce que pour aller un petit peu plus loin, tu peux nous parler un peu des caractéristiques, des possibilités qu'offre ce jeu en groupe? Bien sûr. Alors là, je vais rien apprendre pour les gens qui nous écoutent, hein, mais Oui, on a mais un bon. partage de l'autorité narrative qui est réparti traditionnellement entre un MJ et plusieurs PJ. Encore une fois, je rajoute traditionnellement puisque il y a d'autres façons de jouer en groupe. Et donc, c'est surtout ce mode de jeu qui permet
de dire que le jeu de rôle, en fait, c'est un jeu de société. Les joueurs, ils font littéralement société ensemble. Dans le jeu en groupe, on valorise plutôt, des expériences de cohésion, de travail d'équipe et d'entraide. En tout cas, dans une très grande large majorité, pardon, des jeux, c'est ce qu'on recherche. J'exclus, toutes les exceptions que peuvent être Alien, où là, on a plutôt une méfiance, ou alors il y a Paranoia aussi. Mais habituellement, dans un jeu en groupe, on va plutôt aller chercher justement, la cohésion, le travail d'équipe et l'entraide. Et là où le jeu en groupe, il se distingue vraiment énormément par le fait que justement le groupe prime. L'individu, il s'efface au profit du groupe et c'est un travail collectif qui, affecte fortement la portée narrative. Sous-entendu, c'est toujours possible de faire ce que vous voulez, mais néanmoins le groupe devient un cahier des charges. Vous pouvez pas tout seul, partir à enfin vous pouvez, mais dans ce cas-là, pourquoi jouer en groupe? Oui, c'est En fait, ça. ce qu'on va rechercher dans le groupe, c'est vraiment le fait de jouer avec d'autres personnes. Et donc ces personnes, mine de rien, elles vont cadrer aussi notre liberté individuelle. Alors, ça va paraître un peu niais, mais pour moi, le jeu en groupe, ça illustre parfaitement l'adage: «On est plus fort ensemble». Non, mais c'est un peu ça, hein. Je veux dire, si on y réfléchit, le groupe, c'est plus de moyens d'action, plus de latitude quant à la réflexion, parce qu'on est plusieurs à penser et mine de rien, comme on l'a dit, bah, c'est quand même un frein aux scènes individuelles et intimes. C'est-à-dire que, forcément, si vous jouez en groupe, vous disposez de la capacité de tout le monde, mais dans ce cas-là, il faut accepter aussi que votre personnage ne soit pas le héros de l'histoire. Oui, parce qu'il y a plusieurs individualités réunies autour d'une même table. Exactement. Vous voulez être un héros, jouez plutôt au jeu en solo ou en duo, mais si vous voulez plutôt participer à quelque chose de collectif et qui, vous amène à quelque chose de plus grand que vous, plus grand que le groupe, bah, c'est plutôt le jeu en groupe qui va vous le permettre. Et je parle même pas des jeux classiques OSR, hein, parce que là, dans ce genre de jeu, l'équilibre mathématique, bah, il est pensé pour un groupe de joueurs prédéfini. Alors moins dans l'OSR, mais dans un jeu classique, Pathfinder, c'est avant tout pas par exemple, hein, Pathfinder, c'est avant tout pensé pour 4 joueurs, enfin 4 PJ, pardon. Plus il faut adapter, moins il faut adapter. Donc il y a des jeux aussi qui sont entièrement tournés vers la performance de groupe, presque comme un sport collectif, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Après, donc là, c'est vrai que du coup, David, tu nous as parlé du jeu en groupe, bah, de la manière un petit peu, où on a tendance à la connaître, à l'entendre, mais comment du coup on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait apporter un petit peu pour changer un petit peu cette manière, de jouer en groupe? Enfin voilà, apporter, d'autres dimensions à ce jeu en Ah bah, groupe? bien sûr, bien sûr, bah, en fait, c'est pour ça au tout début je disais que, c'est un ensemble de paramètres extra-diégétiques, intra et systémiques que l'on peut moduler. C'est-à-dire que dans le jeu solo, tout comme dans le jeu en duo, tout comme dans le jeu en groupe, on peut importer des volets différents, les mélanger et puis mixer l'ensemble pour créer de nouvelles expériences. Et par exemple, dans la question du jeu en groupe, bah, comment est-ce qu'on joue différemment? Bah, c'est simple, passez-vous de MJ, faites exactement comme le jeu en solo. Vous émulez les prérogatives du MJ pour n'avoir que des PJ autour de la table. Donc au lieu d'avoir un MJ et 4 PJ devant vous, bah, il y a 5, enfin il y a 4 PJ ou il y a 5 PJ, ou même plus, hein, peu importe. Et puis, bah, au lieu de jouer avec un MJ qui vous a préparé quelque chose, eh ben, vous émulez le MJ et vous jouez ensemble au fur et à mesure. Donc voilà, on peut totalement utiliser le principe du solo pour le JDR en groupe. Alors bien sûr, ça remplace pas les parties traditionnelles, hein. Encore une fois, aucune façon de faire, aucun paramètre n'est meilleur qu'un autre et toutes les façons de faire se valent. L'idée, c'est justement de créer de nouvelles expériences en testant. Mais ça a pas vocation à remplacer quoi que ce soit. Et donc, si vous faites ça, si jamais vous vous passez de MJ et que vous l'émulez dans un jeu en groupe, eh bien la création et la réflexion collective donnent lieu à de la narration partagée. Et pareil, comme dans le jeu en duo, vous pouvez aussi échanger ou partager différents rôles.
Le MJ, c'est pas toujours la même personne. D'une session à l'autre, ça peut bouger ou alors, au sein même de la session, vous pouvez avoir, un MJ tournant. Je pense notamment à Nobinobi qu'on a testé Nobinobi, sur la ouais. chaîne, voilà. Par exemple, c'est une manière de jouer où le MJ tourne. Donc, il y a tellement vous pouvez importer totalement toutes les façons de faire, les imbriquer les unes dans les autres, créer des paramètres spécifiques pour des moments spécifiques. Vous n'êtes pas obligé de jouer tout le temps de la même façon et de la même manière sur toute une campagne. Vous pouvez totalement, moduler au fur et à mesure, en fonction des besoins, puisque n'importe quel paramètre, une fois que vous y touchez, vous produisez une expérience différente et en produisant des expériences différentes, bah, vous produisez aussi, de la narration, des émotions, enfin bref, vous enrichissez votre jeu. Oui, ça peut permettre aussi aux personnes comme moi qui ne sont pas du tout, MJ, de le temps d'un instant, Pas encore. ouais, pas encore, mais le temps d'un instant de se mettre dans la peau d'un MJ, quoi. Il y a des jeux du coup qui le permettent, ça on a parlé de Nobi, mais si je me trompe pas, heu, on en avait parlé, Horrific aussi le permet. Oui, totalement horrifique, il y a un mode pour, partager l'obscurité, effectivement. Donc OK. Est-ce que tu aurais, enfin, ou nous tous, hein, des recos, que ce soit de chaînes ou de jeux aussi? Bon, là, même si là, clairement, c'est-à-dire que les jeux en groupe, tu en as testé beaucoup, heu, qui s'inscrivent dans différentes cultures de jeux. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les cultures de jeux, n'hésitez pas à écouter notre premier podcast. Hem, mais est-ce que voilà, tu as des recos? Alors, je dirais que là, on arrive un peu à la fin de la réflexion, enfin, en tout cas pour moi, mais c'est simple, en fait, tout ce que je dis, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau magique en disant, «Coucou, je suis un génie, j'ai inventé, des concepts». Non, pas du tout. Je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup et j'essaie de faire des liens. Alors parfois, je me base sur ce que disent les autres et je me dis: «Ah tiens, ça c'est pertinent, c'est très bien». Parfois juste, telle chose qui m'a dite, «Ah, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça» et je fais des petits liens. Bon, moi personnellement, mes chaînes YouTube préférées pour des conseils de jeux, c'est vraiment Le Bon MJ, La Table des Coups Cryptiques, Rollist TV, Coup Critique et dans une moindre mesure, la Rôliste Cathonique de Damien Coltis. Voilà. Des conseils de jeux, si vous allez chercher sur ces chaînes-là, vous allez en trouver des bonnes, des très, très bonnes. Maintenant pour mener, enfin pour des livres de conseils de jeux, bah, il y a la collection Sortir de l'auberge, hein, mener des parties de jeux de rôle, jouer des parties de jeux de rôle, la boîte à outils du MJ chez les Lapins Marteau, sans oublier leur, jouer avec l'histoire. Ça, c'est pareil, c'est des livres qui vous donnent énormément de conseils de jeux et les Lapins Marteau, en plus, ils sont très axés sur, l'actualité, sur les trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc vraiment, allez voir ce qu'ils font, c'est très, très bien. Bah, c'est les éditeurs de Monster Heart, notamment. Un jeu qu'on Mmh. apprécie énormément ici. Ouais. Donc voilà, il faut je dirais il suffit enfin il suffit non, mais et c'est pas du tout pour faire de l'ombre aux actual plays, hein, parce que les actual plays, c'est très, très bien. Mais de temps en temps, aller voir justement ces trucs-là, c'est aussi une manière de penser, de voir un petit peu. Mais ça, je suis sûr que nos auditeurs le font déjà, hein, c'est pas la question. Je dirais que pour conclure, si jamais je devais vraiment résumer ce que je dis, c'est que le jeu en groupe, en fait, ça forme la base même de notre passion et qu'autour d'elle se sont construites d'autres manières de faire. Et ces pratiques, loin de se cloisonner, elles sont totalement compatibles entre elles. Les outils du jeu solo, si on va aller encore plus loin, bah, ils peuvent servir, par exemple, à l'improvisation. Ah mince, ils sont allés voir un PNJ, ils veulent du travail. Qu'est-ce qu'il va leur dire ce PNJ? Ok, je tire 2 mots au hasard et puis je crée quelque chose. C'est-à-dire que on peut utiliser aussi tous ces outils-là pour pratiquer l'improvisation en groupe. Donc je pense que toutes les pratiques, enfin que pratiquer toutes les manières de faire, c'est enrichir la narration, son cadre de jeu, mais aussi et surtout les souvenirs entre potes. Quelle belle conclusion. Voilà, c'est Heu, je dirais jouer à tout, tester tout,
Et alors, on est bien d'accord, je dis ça, hein, mais il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens. On est bien d'accord. Il y a des réalités aussi qui sont derrière. Je dirais juste que c'est comme la lecture, c'est comme le théâtre, c'est comme, le cinéma. Plus vous allez tester, plus vos goûts vont s'affirmer et plus vous allez développer vos compétences. Et il y a pas forcément besoin de je suis désolé, hein, de payer des formations pour devenir MJ ou des trucs comme ça, quoi. Juste regardez les chaînes YouTube qui sont spécialisées dans les conseils, lisez un petit peu et puis tout se passera bien, quoi. Tu un petit coup de cœur du moment ou pas? Bah, écoute, en ce moment, je suis très OSR. Voilà. En ce moment, j'ai ma petite période OSR. Je dirais que j'attends beaucoup, avec beaucoup d'impatience Shadow Dark. Donc voilà, ce serait ma recommandation, tester l'OSR, tester Shadow Dark. Théo, on t'a pas trop entendu, mais je tiens à dire que Théo faisait notre ingé son, ce soir. Heu, c'est quoi ton petit coup de cœur? À moi? Bah oui, à toi. Ah, eh bien, en fait, Ça nous intéresse. ce que dit David, ça me fait un peu rire parce que je suis en ce moment aussi très OSR Ah bon? et je prépare des trucs sur plutôt DCC, Dungeon Crawl classique. J'ai fait pas mal d'achats en ce moment, enfin dernièrement, mais je suis aussi très très OSR. OK. Et toi, Manon? Moi, oh là là, c'est qu'on a fait tellement de trucs cool ces derniers temps. Ça fait 1 an qu'on fait des trucs cool, mais Pas l'OSR. hem, je dirais quand même, on a testé Evolution il y a pas longtemps, très intéressant. Oui, oui, très intéressant, Evolution. Ouais, mais j'avoue que franchement bon, on fait du Cats aussi toujours et Cats, c'est génial et mais j'avoue Insectopia. Insectopia, je m'en lasse pas, hein. Pas que je me lasse, du reste, hein, parce que j'adore toujours, Cats et tout, mais Insectopia, je sais pas, j'aime beaucoup. J'adore mener des enquêtes en tant que papillon. Vraiment, c'est, je sais pas si c'est le coup de cœur du moment, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on en fait, mais ouais, si franchement j'aime beaucoup et puis, Volution est très sympa à tester aussi. Complètement différent, Ouais, parce qu'on teste, voilà, comme on disait, on teste, plein de choses différentes et mais très intéressant, ouais. ouais, Evolution, il est très, très bien. Encore une fois, forcément, tester, c'est découvrir, enfin, je trouve ça quand on a du moins le luxe du temps, tester, c'est vraiment une gageure, en fait, pour son parcours rôliste. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est aussi parce que on y consacre beaucoup de temps et on le prend, quoi. C'est Ouais. mais bon, c'est parce qu'on en a envie et ça nous fait plaisir, quoi. Oui, Tant qu'on peut le faire, profitons-en. exactement. Voilà. Bah, Bon, écoutez, si Ah, c'est alors bon attendez, pour si vous vous? avez vu qu'on est Ah, sur la fin, j'aimerais revenir sur un petit truc, en souligner quelque chose et ouvrir un autre débat auquel on répondra un petit peu plus tard, si ça ne vous dérange pas, bien dans sûr. un autre bien sûr. podcast. Mais vous avez souvent parlé de joueurs ou joueuses, MJ, etc. David, tu as dit à un moment, et c'est bien, et j'aimerais le répéter et le souligner pour que ça renote de tout le monde, tu as dit à un moment que tu comptais le MJ comme un joueur ou une joueuse. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que vous avez aussi parlé de cahier des charges. Tu as parlé de mener des parties de jeux de rôle et de jouer des parties de jeux de rôle des lapins marteaux. J'ai ces 2 livres. Et j'aimerais le dire à tout le monde, ces 2 livres font la même taille. La même. C'est-à-dire que des fois, ça peut faire peur d'être de l'autre côté de l'écran, d'être MJ. Mais les joueurs ou les joueuses ont aussi leur part de responsabilité dans une partie, leur part de pouvoir sur la partie. Et une partie peut être gâchée parce que le MJ a été mauvais. Une partie peut être gâchée parce qu'un joueur a été, ou une joueuse a été mauvais ou mauvaise. Et donc, j'aimerais réellement insister sur ce point de vue-là, enfin sur ce point-là, que un joueur ou une joueuse
a sa part de responsabilité à faire, sa part de choses à faire pour qu'une partie se déroule correctement. Oui, tu fais très, très bien de le préciser. Encore une fois, MJPJ, les différences sont uniquement sur la question de la répartition de l'autorité, mais sinon, vous restez des joueurs, tous. Et donc effectivement, tout le monde a une part de responsabilité dans la partie, dans la session. Ça, c'est indéniable. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je Oui, dis de son que importance. exactement, et je dis que j'ouvre le débat parce que je pense que ce sera le sujet d'un futur podcast, ça, tout le pouvoir et les devoirs et droits des joueurs ou des joueuses. Parce que il ne faut pas croire que... Je sais que certains se complaisent là-dedans, mais je ne pense pas qu'une partie se déroulera mieux si un joueur arrive les pieds sous la table qu'une partie où un joueur ou une joueuse arrive en ayant lu sa part de choses à lire, en s'étant préparé à la partie comme il devrait ou comme elle devrait se préparer. Je suis parfaitement d'accord. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est très bien dit, donc parfaitement d'accord. Bah écoute, on prépare ce podcast alors. Ah bah ce sera peut-être le prochain. Mm. Peut-être, qui sait. On a pas mal d'idées en ce moment, mais Oui, on a beaucoup d'idées, mais voilà. On Et en prend du plus, temps on pour va... jouer. Du coup, il faut Oui, aussi le temps pour faire tous ces podcasts et tout ce contenu auquel on réfléchit. Voilà. bien sûr. Après, puis on a des métiers aussi à côté, hein, donc Oui, on exactement. coupe un petit peu tout. Mais mine de rien, quand même, je trouve ça important de le souligner, on va aussi améliorer la technique. Et ça, c'est pas un luxe. Donc, Oui. heu, donc il y a, voilà, on il y a- reviendra vers vous il y a une tonne de matos qui est arrivée. prochainement. Exactement. Donc voilà. Bon, Est-ce que bon vous ben, avez quelque chose à rajouter? non, moi j'allais souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée ou une bonne soirée à toutes les personnes qui nous auront écoutés. Voilà. Eh bien, pareil, je vais souhaiter une bonne nuit, à la fois aux auditeurs qui nous écouteraient cette nuit, mais aussi à nous. On va en avoir besoin. Parce qu'on a quand même fait 5 heures de partie de jeu de rôle et puis par la suite un tournage. Donc voilà, je vous souhaite à tout le monde une très bonne nuit. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous aimez, enfin si vous aimez ce qu'on dit, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous n'aimez pas certaines choses, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, argumenter. Discuter avec nous parce que nous, on aime beaucoup justement, discuter et avoir des points de vue, différents sur les choses. Voilà. Encore une fois, la diversité, c'est, la meilleure manière possible, pardon, de ne pas se nécroser, dans un entre-soi, mortifère. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Des bisous tout le monde.